Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et on se retrouve aujourd'hui toutes les deux pour cet épisode 23, un épisode autour de l'asthme, à destination idéalement des patients et où on va essayer de vous donner le maximum d'informations. Alors on va essayer de faire un épisode plutôt court sur ce type de format pour que vous puissiez le partager facilement. Et puis si vous êtes directement concerné, avoir tout de suite des outils pratiques à mettre en place pour améliorer votre situation. Donc un petit rappel, l'asthme, vous avez très probablement quelqu'un dans votre entourage de concerné si vous ne l'êtes pas, puisque ça touche 4 millions de personnes en France et c'est responsable chaque année de près de 60 000 hospitalisations. 38 000 chez les asthmatiques de plus de 15 ans et presque 1000 décès. Alors bon, c'est pas pour vous mettre la rate au courbouillon ou de vous déprimer, mais il y a plein de choses à faire pour améliorer les choses et mieux contrôler votre asthme. Nous, on se rend compte beaucoup que dans la pratique au quotidien, et pourtant exclusif respiratoire depuis plus de 10 ans, c'est la population qu'on voit le moins, qui consulte le moins. Dans les recommandations, vous pouvez faire 10 pages sur le Vidal, sur la Haute Autorité de Santé. C'est très rarement indiqué kinésithérapie. Ça l'est parfois chez l'adulte en cas de crise. Et pourtant, c'est une maladie chronique. C'est une maladie donc avec laquelle on peut vivre pendant très longtemps et on trouve qu'on très souvent c'est banalisé en fait. C'est oui je fais de l'asthme et malheureusement l'asthme peut se dégrader, devenir de plus en plus grave, devenir incontrôlé, donc avec des symptômes beaucoup plus fréquents. Et pour ça, il y a quand même des choses à faire, notamment avec votre kinésithérapeute. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on voulait insister aujourd'hui. Puis ce qui est super dommage, c'est que du coup, on a toujours l'impression que les recommandations concernant l'asthme, ça va être sur les traitements à effectuer, ce qui est évidemment la pierre angulaire. Bien sûr que le traitement de fond, on va en reparler, c'est fondamental, mais ça nous paraît presque tout autant fondamental de s'assurer que la personne concernée par les symptômes sache respirer, qu'on lui ait appris des techniques qui lui permettent de mieux contrôler, qu'il ait une bonne respiration nasale à l'effort comme au repos d'ailleurs. Donc il y a plein de choses à mettre en place sur le contrôle de la respiration. Donc pour faire un petit rappel, votre air quand vous inspirez va être véhiculé dans vos bronches. Donc les bronches en gros c'est les petits tuyaux qui sont à l'intérieur de vos poumons et qui vont conduire votre air jusqu'à la partie finale de vos poumons, la partie la plus fine de la petite dentelle. Si vous voulez vous représenter à quoi ressemble un poumon, vous imaginez un chou-fleur. Un chou-fleur, c'est magnifique. Et comme ça, vous avez les grosses branches du chou-fleur qui sont les grosses bronches. Et puis, vous avez les fleurs du chou-fleur tout autour, qui sont les alvéoles pulmonaires, donc qui sont tout autour de votre poumon. Donc, ne vous imaginez pas que le poumon profond, là où l'oxygène va passer dans votre circulation sanguine et où le dioxyde de carbone va revenir dans votre poumon, ce serait la partie proche de vos côtes basses ou de votre ventre. Le poumon profond, c'est toute la périphérie, comme les fleurs d'un petit chou-fleur. Ouais, c'est un poumon qui est vraiment en 3 dimensions, comme la cage thoracique. Et puis juste peut-être culture générale, mais c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Certes, la fonction du poumon, c'est de distribuer de l'oxygène dans le sang, pour faire très simple, et de récupérer le CO2 qui aura été transformé. Et cette respiration, en tout cas cet échange, ne se fait que au bout de la 18e division bronchique. Donc en tout cas, pour vous dire vraiment, lorsque vous commencez à être en périphérie, en profondeur de votre poumon, tout ce qu'il y a avant, donc de la trachée jusqu'à la 18e division bronchique, c'est uniquement de la tuyauterie, donc des bronches. Et ces bronches, elles ont un... Ouais, sachant que vous avez 23 à 24 divisions au total. C'est-à-dire que vous avez votre trachée qui fait à peu près 3 cm de diamètre, et puis après, cette trachée qui est dans votre gorge va se diviser en 2 pour donner les bronches souches qui vont donner un poumon à gauche et un poumon à droite. Et puis ça va se diviser comme ça plusieurs fois, et ça se divise 23, 24 fois, ça dépend des auteurs et des anatomistes. Et donc, ce que vous dit Océane, c'est que finalement, la partie vraiment où
se trouvent vos échanges est très distale, donc la partie qui gère la fonction de votre poumon et qui est la plus importante et et aussi la plus abondante en fait, elle est assez basse. Donc quand on est asthmatique, on va revenir là-dessus, mais on peut avoir parfois une respiration qui est assez superficielle, avoir tendance à inspirer assez haut, expirer relativement dans les volumes de réserve inspiratoires, et donc vous verrez que c'est pas forcément ce qu'on peut faire de plus efficace. Donc pourquoi je vous parlais des bronches initialement? Parce que c'est une pathologie de la bronche, l'asthme. Vous allez avoir une inflammation chronique, une sensibilité au niveau de ces bronches qui va entretenir une hyperréactivité bronchique. Donc ça veut dire que autour de vos bronches, autour des petits conduits dont on était en train de vous parler, vous avez des petits muscles qui sont des muscles qu'on ne peut pas contrôler à la demande, qui sont enroulés autour de nos bronches et qui peuvent éventuellement serrer les bronches. En fait, quand on est asthmatique, on a une hyperréactivité bronchique. Ça veut dire que ces muscles-là sont très facilement mobilisés pour venir rendre plus étroit le passage de l'air, donc la lumière bronchique, ce qui va mener à des dyspnées, donc des gênes respiratoires, parfois à des petits sifflements. Vous allez entendre le passage de l'air dans la bronche plus étroite et ça va siffler un petit peu. Et donc, c'est ça qui est responsable de l'ensemble des symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a les bronches un peu resserrées, quand on a de l'asthme, et comment on peut améliorer la situation? Oui, ce mot, on l'entend parfois, hein, le bronchospasme, peut-être que ça vous parle. Et très souvent, ce bronchospasme, alors encore une fois, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la physiopathologie initiale et du déclenchement, mais globalement, souvent c'est à cause d'une allergie. On va respirer un agent allergique qui va stimuler ce bronchospasme. Et comme on le disait aussi, comme c'est une maladie chronique, à cause de ce déclenchement allergique, on aura aussi une inflammation, donc la muqueuse de la bronche qui va un petit peu s'épaissir. Dans un deuxième temps, mais assez rapidement, on peut avoir aussi une sursécrétion de mucus. Donc le mucus, c'est quelque chose qu'on a tous, on sécrète tous du mucus, c'est le protecteur de la bronche. Et en revanche, quand il y a une inflammation, on le surproduit et ça peut emmener un encombrement bronchique, donc tout simplement trop de mucus dans la bronche. Donc si on a une bronche un petit peu gonflée à cause de l'inflammation, une surproduction de mucus et éventuellement ce bronchospasme, on a ce qu'on appelle une obstruction bronchique. Donc ça ne veut pas dire que toutes les bronches sont obstruées. Et puis elles ne le sont pas toutes par tous ces facteurs-là. Hein. Il peut y avoir une séparation de ces facteurs ou l'association de ces trois facteurs. En tout cas, c'est cette obstruction bronchique, comme le disait Mathilde, je le répète encore une fois, qui va créer vos symptômes de sensation d'oppression. Et parfois, c'est pas. Donc il peut y avoir des bruits, hein. On peut avoir l'impression de siffler, d'avoir une respiration, une gêne à la respiration, mais c'est aussi, ça peut être aussi des toux. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir des petites toux quinteuses plutôt sèches, vraiment qui n'arriveront pas à les calmer. Et ça, si votre enfant fait ce genre de choses, ça peut être un signe de déclenchement d'une crise d'asthme. Donc ça s'accompagne souvent d'un petit fond allergique, pas systématiquement, mais souvent c'est des gens qui ont aussi des rhinosinusites ou des petites rhinites qui sont chroniques. Donc c'est souvent des gens qui se réveillent avec la bouche pâteuse parce qu'ils ont du mal à respirer par le nez pendant la nuit. Ou qui vont avoir une augmentation de leurs symptômes pendant la période du printemps, par exemple, avec les pollens, etc. Il faut savoir qu'il y a une prédisposition génétique à l'asthme. Quand vous en avez, souvent vous avez un parent qui est également concerné. C'est pas systématique, c'est ce que me réexpliquait Océane avant qu'on commence. Vous ne transmettez pas forcément votre asthme, mais c'est une potentialité. Et on parle de terrain atopique, donc ça veut dire que c'est souvent sur un terrain sensible à l'inflammation et allergique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une pathologie chronique. Donc la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on ne guérit pas de l'asthme. Quand on est asthmatique, on est asthmatique. En revanche, on peut tout à fait faire en sorte de vivre très vieux avec de l'asthme et de faire en sorte que ça n'ait pas de conséquences ou que ça n'ait pas de retentissement sur votre vie quotidienne, que vous puissiez faire du sport comme tout le monde, que vous puissiez avoir une qualité de sommeil comme tout le monde, parce qu'on sait que c'est souvent des symptômes qui augmentent la nuit. Si vous vous réveillez avec des difficultés respiratoires, des toux quinteuses, etc., il y a pas mal de choses aussi à mettre en place dans votre environnement nocturne. Donc,
pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce côté pathologie chronique? Parce qu'on voit beaucoup trop souvent des patients asthmatiques qui ne se traitent qu'en cas de crise. Donc ils oublient ce qu'on appelle le traitement de fond et il n'y a que quand ils ont des symptômes et des gènes respiratoires qu'ils vont aller prendre un traitement d'appoint vraiment pour gérer la crise qui va être donc des bronchodilatateurs, donc typiquement de la ventoline. Donc les bronchodilatateurs, comme vous l'avez compris dans le nom, broncho, la bronche, et puis dilatateur, ça dilate. Donc en fait, c'est des bronchos relaxants, ça vient relâcher les muscles qui se sont serrés autour des bronches dont on vous parlait tout à l'heure. Et ça, on sait par exemple que les gens qui font ça, c'est associé à une surmortalité, ou en tout cas pas un bon pronostic pour l'évolution de leur asthme. Vraiment, le traitement fondamental de l'asthme, il faut bien comprendre que c'est le traitement de fond qui vous évite d'avoir des crises et surtout pas le traitement d'appoint. Oui, c'est vraiment la maladie qui, pour lequel la prévention va être le plus intéressant. Vous avez la chance d'avoir été, la chance, on s'entend, mais disons que malheureusement il y a beaucoup de sous-diagnostics. Donc, si vous avez été diagnostiqué asthmatique, vous allez avoir un traitement de fond. En fonction, évidemment, le médecin va déterminer votre stade de gravité de la maladie. Il y aura en effet des traitements adaptés en fonction évidemment de votre gravité. Mais à partir du moment où, même pour un stade 1, vous allez faire des crises de manière intermittente, ça veut dire que vous allez avoir peut-être une crise d'asthme par semaine, ce qui me paraît déjà beaucoup, même si c'est une fois toutes les 2 semaines. À partir du moment où vous avez des crises d'asthme, même si c'est que quand vous voyez un chat et que c'est assez rare, ça veut dire que vous avez un asthme chronique, donc un traitement de fond, c'est vraiment la meilleure chose pour contrôler son asthme. Ça veut dire ne pas être en permanence à faire des crises plus ou moins graves et entre guillemets juste traiter le symptôme le jour où vous n'êtes pas bien, prendre juste un bronchodilatateur et oublier qu'il y a toujours cette persistance, cette inflammation chronique qui, n'oublions pas, peut abîmer votre bronche. Donc en fait vous pouvez en plus aggraver votre maladie si vous ne faites pas la base, donc le traitement de fond. On va en reparler. Évidemment, si vous avez déjà étiqueté l'origine de votre asthme, au niveau allergique, c'est intéressant d'éviter quand même cette situation-là, ou alors de se désensibiliser. Et une fois que vous avez ce traitement de fond prescrit, on va en reparler de la bonne façon. On va en parler tout de suite. Donc le traitement de fond, en général, c'est même toujours à base de corticoïdes. Donc première chose à faire, déjà faire en sorte que vous n'ayez pas d'idées reçues sur les corticoïdes. C'est quelque chose qui a été beaucoup dramatisé, de se dire mon Dieu, je veux pas des corticos au long cours, etc. Ne vous inquiétez pas, les corticoïdes par voie inhalée, c'est pas du tout la même chose que de prendre des corticoïdes sous forme de comprimés. C'est des doses qui sont beaucoup moins importantes, qui sont déposées directement sur le site d'action, c'est-à-dire directement dans le poumon. C'est ça le grand avantage du poumon, on peut y amener direct le médicament sans avoir besoin de le faire passer par la voie générale de je mange le médicament et donc il passe par mon estomac, etc. Il a plus d'effets secondaires. Donc vraiment, les corticoïdes qu'on vous prescrit, que le médecin vous a prescrit et que vous prenez par voie inhalée aura beaucoup moins d'impact sur votre corps globalement que d'entretenir une inflammation au niveau bronchique. Donc l'importance de bien prendre ce traitement. Vous savez que s'il est pris... en général, il est pris avec un gaz propulseur. Donc on sait que quand vous appuyez sur votre petit dispositif de spray ou d'aérosol doseur, vous allez avoir un gaz propulseur qui va envoyer votre médicament et il l'envoie très vite, au plus de 100 km/h. Donc si vous êtes adulte asthmatique ou enfant asthmatique, peu importe, il vous faut absolument une chambre d'inhalation pour bien prendre votre traitement. Ouais, donc pour reprendre la base, on secoue toujours le médicament avant, on l'insère au niveau de la chambre d'inhalation. La chambre d'inhalation va faire en sorte de maintenir le produit et de vous laisser le temps de le respirer correctement. Comme le disait Mathilde, c'est un spray qui sort extrêmement vite et on vous dit inspirez lentement et profondément pour que le produit puisse être bien diffusé partout. C'est assez difficile de coordonner, de respirer lentement alors qu'il y a quelque chose qui arrive vite. Donc la chambre d'inhalation est vraiment un bon outil. J'inspire donc lentement mon produit. Par la bouche, du coup, parce que si vous êtes adulte, vous avez l'embout dans la bouche directement. Donc ne prenez pas de masque, ça aussi on le voit trop souvent. Des patients adultes à qui on prescrit un masque, non, aucune raison. Pour le coup, s'il y a bien un moment dans votre vie où vous avez besoin de respirer par la bouche, c'est quand vous prenez un médicament. Si vous le prenez par le nez étant un filtre, il va stocker l'essentiel du médicament au niveau du nez et ça n'atteindra pas le poumon.
Pareil, vous voyez bien que votre bouche, si vous mettez votre embout dans la bouche, quand vous pulvérisez, vous avez un virage très important à l'arrière de votre gorge, qui est presque à 90 degrés, hein, qui passe vraiment la gorge pour aller perpendiculairement au niveau de votre trachée et de vos voies respiratoires. Donc en fait, c'est cette espèce de carrefour là, où si vous prenez un traitement qui arrive trop vite, imaginez comme une voiture de course qui irait à fond la caisse, elle pourrait pas prendre le virage et du coup tout resterait bloqué dans la gorge. Et là, pour le coup, il peut y avoir un petit peu plus d'effets secondaires. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais si vous avez des corticos par voie orale, il y a des fois, ça peut donner éventuellement, par voie inhalée, ça peut donner éventuellement des petites mycoses au niveau de la bouche ou au niveau de la langue. Donc, c'est très important de se rincer la bouche ensuite. Donc, première chose à faire, vous êtes asthmatique, vous avez un traitement de fond, déjà le prendre. Ensuite, avoir une chambre d'inhalation. Cette chambre, vous devez toujours l'avoir dans votre sac, etc. Bien l'entretenir, ne pas la frotter à l'intérieur, mais la nettoyer régulièrement. Vous secouez votre produit avant parce que vous voulez pas juste avoir le gaz, vous voulez avoir vraiment le médicament. Donc vous allez mettre le médicament dans la chambre d'inhalation, mettre la chambre d'inhalation en bouche et vous allez inspirer plus profondément et expirer plus profondément que d'habitude. On vous demande pas forcément d'inspirer au max, de souffler au max, mais au moins le double de d'habitude. Il me semble que dans la littérature, c'est du 1 litre inspiré, 1 litre expiré. Donc une inspiration lente et profonde et une expiration lente et profonde. Et si c'est possible, une petite pause, une petite apnée si vous voulez, ou pause si vous êtes un spécialiste, à la fin de vos inspirations pour laisser le temps au produit de se déposer dans votre poumon. Donc imaginez vraiment que c'est des petits parachutistes que vous allez amener dans le poumon. Donc j'inspire, j'amène les parachutistes au niveau de mon poumon, je me retiens, j'attends quelques secondes, 1, 2, 3, 4, peut-être 5 secondes, j'expire et je refais ça. Donc pour un spray, vous prenez 5 respirations. Donc si vous avez 2 sprays à prendre, vous avez compris, vous faites 10 respirations comme ça. Donc une chambre d'inhalation, une respiration buccale, j'inspire profondément, je fais une petite pause ou une apnée, j'expire profondément. Et si vous êtes encore plus un pro, vous pouvez inspirer par la bouche et expirer par le nez. Et petit détail, mais qui a toute son importance, si vous avez 2 médicaments inhalés à prendre, par exemple des corticoïdes et des bronchodilatateurs, toujours plus intéressant de prendre d'abord vos bronchodilatateurs, ils vont ouvrir au maximum vos bronches, et ensuite les corticoïdes qui vont, eux, venir du coup forcément se déposer un petit peu plus profondément, vu que vous avez bronchodilaté auparavant. Si vous avez des corticoïdes inhalés, comme on le disait, à cause des risques de mycose, etc., rincez-vous bien la bouche après. Alors ça peut être un simple lavage de dents. Sinon, il existe des bains de bouche. Demandez conseil à vos pharmaciens. Mais ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. L'idée, c'est pas non plus d'utiliser trop de bains de bouche. On sait que que c'est pas très bon d'avoir des bains de bouche à l'alcool régulier. Donc vraiment juste de l'eau où vous lavez les dents, c'est parfait. Et c'est valable pour vos bébés aussi, s'ils ont de l'asthme du nourrisson et que vous avez un aérosol à leur donner. Et bien juste après, ça peut être le moment de leur donner le biberon pour que ça rince la bouche ensuite. Donc maintenant que vous prenez bien vos traitements inhalés de manière régulière et suivis avec votre médecin, il va être important de parler de votre nez. Le nez, c'est vraiment le protecteur de vos bronches. Pour faire très simple, c'est déjà de la muqueuse respiratoire, c'est tout ce qui va filtrer, réchauffer, humidifier l'air pour que ce soit le plus doux possible pour vos bronches. Comme vous l'avez compris, comme vous l'avez ressenti, vous avez une hyperréactivité bronchique qui peut se dégrader, s'inflammer, certes à cause d'éléments allergiques, mais aussi tout simplement si vous avez déjà une sensibilité au niveau de votre bronche et que vous respirez un air très froid, très sec, chargé de particules ou autre, ça peut déclencher une réaction de bronchospasme, même si c'est pas votre allergie prédominante. Donc c'est dommage, hein, on a la chance d'avoir un nez qui fait tout le boulot, ça serait quand même dommage de respirer la bouche ouverte. Pourquoi on respirerait la bouche ouverte? Alors très souvent, c'est tout simplement parce qu'on a le nez bouché, donc le nez qui est lui aussi, c'est très souvent lié. Quand on a de l'asthme, on peut avoir de la rhinite allergique, on peut avoir tout simplement un encombrement au niveau du nez. Donc ça va être important de le soigner lui aussi. Ou on peut avoir un syndrome d'hyperventilation, on va y revenir aussi, mais il y a aussi des asthmatiques qui, à force d'avoir senti ce que c'était qu'une crise d'asthme qui est quand même pas très agréable à vivre, et vont avoir plus facilement un réflexe d'avoir soif d'air. Et donc quelqu'un qui a
soif d'air, c'est quelqu'un qui a du mal à utiliser ce frein magnifique, doux et lent qu'est le nez, et qui va vouloir ouvrir la boîte de secours, c'est-à-dire le gouffre à air qu'est la bouche, et donc ils vont avoir tendance, à la marche, ou à la parole, ou dans leur vie quotidienne, à avoir plutôt la bouche ouverte, et à venir inspirer et expirer par la bouche. Et comme vous le disiez Océane, le nez, puisque c'est le protecteur du poumon, si vous ouvrez la bouche et que vous allez mettre directement dans vos poumons un air froid qui est sec, vous le sentez d'ailleurs, ça assèche la langue aussi, qui est pas filtré, donc plus de poussière, plus de polluants, plus de tout ce que vous voulez qu'il y a dans votre environnement, vous amenez tout ça dans un poumon qui est déjà très réactif, et du coup vous allez entretenir son hyperréactivité. Donc vraiment une base de soins essentielle, et qui est sous-cotée clairement dans l'asthme, c'est de vérifier que vous respirez uniquement par le nez, sauf quand vous prenez, on l'a dit tout à l'heure, vos sprays et vos bronchodilatateurs ou vos corticoïdes. Donc si vous êtes parent, que vous remarquez que votre enfant a souvent la bouche ouverte, c'est pas normal, il doit pas respirer avec la bouche ouverte. Vérifier, c'est de comprendre l'origine. Alors soit ça va être très clair et en effet il aura le nez encombré, inflammé, et à ce moment-là il faudra vraiment le soigner. Mais ça peut être aussi des problématiques de malposition linguale, des langues qui sont pas montées au palais. On va pas rentrer dans le détail, mais si vraiment l'enfant continue à respirer strictement par la bouche alors que le nez est à l'air libre et propre, voyez ça avec votre médecin, mais il y aura sûrement un travail à faire pour qu'il y ait une bonne position de langue, pour qu'il puisse refermer sa bouche et enfin respirer par son nez. C'est vraiment quelque chose qui peut entretenir, c'est pas un détail, il faut vraiment s'y intéresser. Comment prendre soin de votre nez? Du coup, la partie d'après, c'est d'avoir dans votre trousse à outils, il n'y a pas grand-chose, là vous allez vous dire, mais il me faut plein de trucs, mais non, en vrai, il n'y a pas tant d'objets que ça. Je pense qu'il y a 3 ou 4 objets essentiels à la vie de quelqu'un qui a de l'asthme dans sa petite trousse à outils. Notamment, vous avez le Respimer, donc ça on en parle très souvent, on a fait des vidéos aussi sur YouTube pour vous montrer comment ça s'utilise. Donc c'est un dispositif qui va vous permettre de vous laver le nez, donc ce qui est fait par les yogis depuis un peu plus de 3000 ans. Vous voyez le Jalaneti ou le Rhino Horn, enfin des méthodes pour se nettoyer le nez. Alors évidemment, nous on va pas vous le recommander avec l'eau du Gange, mais on va vous le recommander avec les petits sachets de Respimer. On n'a pas de conflit d'intérêt, mais il se trouve que c'est vraiment très confortable. Donc c'est des petits sachets de sel et d'ion tampon que vous allez mettre dans les Respimer. Ça coûte franchement pas une fortune. Et c'est plus efficace a priori que de mettre du sel seul que vous diluez. Après, franchement, si vous l'utilisez très fréquemment et que vous vous dites je peux pas acheter les recharges, mettez du sel. En tout cas, ne vous nettoyez surtout pas le nez avec de l'eau plate, hein. Surtout pas. Il y a des gens qui font ça et qui disent je mets l'eau du bain dans le nez de mon bébé. Non, surtout pas. Si vous vous nettoyez le nez avec de l'eau non salée, vous allez déclencher un œdème, hein. Vous allez irriter le nez et ça fait assez mal. Donc vraiment, à minima, on met du sel. Donc dans le Respimer, vous avez 140 millilitres. Donc c'est quand même pas mal d'eau, mais pas de panique, tout va bien, ça passe nickel. Il faut bien ouvrir la bouche quand vous allez mettre de l'eau donc à température ambiante avec les sachets, et vous allez mettre l'embout dans une narine, pencher la tête sur le côté ou garder la tête dans l'axe. Il y a plein de vidéos sur internet pour apprendre à le faire, hein. Il y a plusieurs positions possibles. Ce qu'il faut juste noter, c'est qu'il faut bien ouvrir la bouche quand vous le faites pour respirer par la bouche, puisque votre nez va être plein d'eau pendant un petit moment. Et vous allez faire passer le liquide d'une narine à l'autre. Et c'est pour le moment le seul moyen recommandé grade A chez l'adulte de pouvoir avoir un nez qui se porte à merveille avec des irritants que vous allez nettoyer et de faire en sorte qu'il y ait cet effet anti-inflammatoire au niveau de la muqueuse nasale. Donc perso, pour avoir vécu ce que c'est que les rhinites, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Ça suffit pas de se moucher, ça suffit pas un petit spray dans la narine. Ce qu'il faut, c'est nettoyer tout ce qu'il y a derrière, le cavum, les cornets. Vraiment, il y a beaucoup de surface, on se rend pas compte, mais on ne nettoie pas une assiette avec une goutte d'eau. Donc on ne peut pas juste mettre un petit coup de spray dans le nez, il faut rincer le nez et rincer les allergènes, les polluants, etc. Donc on met la moitié du Respimer à peu près, donc c'est quand même pas mal chez l'adulte, dans une narine, à faible pression pour pas que ça fasse mal aux oreilles. C'est vraiment, franchement, tous nos patients, une fois qu'ils ont pris l'habitude de le faire, ça devient un indispensable. Ils le font pas tous les jours, ils le font régulièrement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et plus en cas de symptômes. Et donc ça passe d'une narine vers l'autre. Et pour le moment, on leur recommande aussi de faire les 2 narines dans les 2 côtés, mais on se rend compte, grâce à des informations d'un super kinésithérapeute belge qui fait sa thèse sur le sujet, qu'a priori, c'est pas forcément
bien validé qu'il faudrait faire les 2 narines pour avoir le même effet. Mais c'est des études, si j'ai bien compris, qui pour le moment sont uniquement in vitro. Mais donc pour le moment, nous on dit vous mettez la moitié dans une narine, la moitié dans l'autre, vous rincez votre nez et comme ça vous avez un nez libre. Moi c'est ce qui me permet vraiment de me sortir des allergies assez vite. Si vous faites que vous moucher, franchement même quand vous êtes chez vous à l'abri, vous allez continuer à vous gratter le nez pendant plusieurs heures. Alors que si vous vous lavez le nez en pleine période, c'est comme se laver les cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué pour les allergiques d'ici. Si vous revenez de l'extérieur, il y a plein de pollen partout, vous pouvez continuer à avoir des démangeaisons, des toux et vous sentir vraiment irrité tant que vous n'êtes pas lavé les cheveux, changé de pull, rinçage du nez pour vraiment se redire « Ah, ça y est, je suis dans un environnement dans lequel je peux m'apaiser. » quoi. L'eau pour le lavage de nez, vous pouvez l'utiliser plutôt à température ambiante au moins ou du corps, surtout pour les... Enfin, vous allez le sentir, mais si vous le faites avec votre enfant ou que l'enfant fait tout seul, c'est quand même plus confortable. Et donc non seulement ça va libérer le nez puisque tout le mucus accumulé ou autre poussière va partir en même temps, et c'est un effet aussi protecteur direct et indirect pour le poumon, parce que déjà si vous avez des germes, des virus, des choses qui vont pas au niveau de votre nez, il y a plus de chances que ça puisse coloniser vos bronches, surtout si vos bronches sont déjà un petit peu inflammées, vous avez plus de chances de faire une bronchite et de déclencher là-dessus une crise d'asthme si ce que vous avez dans le nez, pour faire simple, descend dans vos poumons, et de manière indirecte, parce que si vous avez un nez qui est libre et qui est propre, vous allez plus l'utiliser et donc vous allez plus protéger vos poumons. Il y a un autre moment où on a tendance à ouvrir la bouche beaucoup trop tôt et trop longtemps, c'est quand on fait un effort physique. Normalement, on peut ouvrir la bouche, évidemment, quand on fait un effort physique de manière assez intense, qui commence à nous demander plus de ventilation. Mais dans la grande majorité des cas, si vous ne faites pas un sprint ou que vous n'êtes pas en haute intensité au niveau de votre travail sportif, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la bouche. Vous pouvez respirer par le nez. Alors on peut en tout cas toujours inspirer par le nez pour protéger son poumon. Il y en a plein qui nous demandent, bien sûr qu'on peut souffler par la bouche, lèvres même un petit peu pincées, mais toujours une inspiration nasale. Oui, c'est ça. Inspiration nasale, expiration nasale quand vous êtes confortable. Et si vous sentez que vous sifflez un petit peu à l'effort, vous pouvez inspirer par le nez et expirer de façon parfois segmentée. On va vous apprendre tout ça dans l'épisode suivant. Les lèvres pincées pour stabiliser les bronches et créer ce qu'on appelle une PEP, une pression expiratoire positive à l'effort. Donc il y a plein de petits conseils comme ça. Là, on vous a vraiment donné les 2 grands conseils pour le premier épisode, qui sont évidemment, prenez votre traitement de fond, utilisez une chambre d'inhalation pour le prendre correctement et veillez à la fonctionnalité, à la perméabilité, à l'hygiène et au confort de votre nez. C'est vraiment la porte d'entrée de votre respiration. On est bon, on vous retrouve dans un second épisode qu'on va faire très bientôt pour vous donner la suite des conseils. Il y en a encore tout un tas pour mieux gérer votre asthme. Ça paraît être des points de détail, mais franchement, ça change la vie. Donc, à très bientôt. À bientôt.